Bonsoir tout le monde. Alors ce soir, c'est le deuxième épisode des Inspiring Classes on Leadership. Et donc vous voyez donc le premier qui était la semaine dernière, le Leadership en 2020, tendance et évolution. Alors cette fois-ci, on est entré sur un autre thème qui touche bien entendu le leadership, mais pas que le leadership. Et ça concerne le leadership dans les organisations multigénérationnelles. Alors, je ne connais pas les entreprises, les personnes qui sont présentes ce soir, mais fort à parier que tout le monde travaille aujourd'hui dans une entreprise multigénérationnelle. Des jeunes, des moins jeunes, des moyennement jeunes. Et donc là, finalement, il n'y a sans doute aucune entreprise en France, sauf une entreprise qui a un seul salarié, euh, aucune entreprise à une seule génération. Donc, tout le monde est présent ce soir. Donc, on va en parler sur un certain nombre d'idées, peut-être quelques pistes, peut-être quelques idées de ce que font un certain nombre d'entreprises pour essayer de faire travailler tout le monde ensemble. Parce que la finalité, c'est tout de même ça. Comment faire en sorte que tout le monde ait envie de travailler ensemble et travailler efficacement ensemble dans l'intérêt de tous et de toutes et dans l'intérêt, bien entendu, de l'entreprise. Alors, pour ceux qui ne sont pas présents, qui n'ont pas été présents la semaine dernière, donc voilà un petit peu mon parcours. C'est un parcours ressources humaines, c'est un parcours international, avec bien entendu toutes les générations, plus toutes les cultures possibles, imaginables, avec les grandes entreprises. Et dans toutes les entreprises avec lesquelles j'ai travaillé, il y avait des équipes internes qui s'occupaient, mais très efficacement, de comment faire l'interactivité entre les générations. C'était un vrai enjeu il y a 10, 15, 20 ans, et c'est encore un enjeu encore plus important aujourd'hui, parce qu'il y a des choses qui ont changé, et donc qui font que les entreprises y passent du temps parce que c'est dans leur intérêt, et c'est dans l'intérêt, bien entendu, des salariés qui sont concernés. Alors, donc, je répète un petit peu le déroulement donc, de la soirée. 35-40 minutes de présentation, peut-être 5 minutes de plus. Et puis, bien entendu, à la fin, des échanges, des questions. Vous pouvez poser vos questions, soit pour des chats. Je pense que Sophie, tu vas peut-être m'aider à suivre ça. Et s'il y a la possibilité, peut-être il sera possible, j'espère en tout cas, que vous puissiez ouvrir vos micros à la fin. Et comme ça, on pourra avoir des échanges directs, plutôt d'avoir des questions par chat. On va les avoir en live, ce qui crée cette interaction intéressante entre vous et moi et entre nous tous ensemble. Et donc, voilà notre titre, Leadership dans les organisations multigénérationnelles. Et quand on se pose la question aux uns et aux autres, qu'est-ce que nous attendons finalement, nous uns des autres? Georges, excuse-moi, on ne voit pas ton écran défiler. Ah oui, et pourtant il défile bien. Je ne sais pas, je ne sais pas Tu comment arrêtes le partage et que tu le reprennes du coup. stop share. Là, tu le vois? Oui, c'est bon. Et là, tu vois que ça défile? Parfait. Parfait. Ok, parfait. Pourtant, j'ai fait le petit test avant de m'inscrire, mais bon. Alors, management intergénérationnel, c'est vrai qu'on se pose la question, des jeunes et des moins jeunes. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Ben, je voulais être vieux, d'après notre ami qui a fait ce petit dessin. Alors, les générations d'entreprise, on va faire une petite introduction de ça. On les connaît tous, mais on ne perd pas de temps en reprenant un petit peu quelles sont ces générations et de quelle manière elles fonctionnent entre elles. Donc, la première, bien entendu, c'est les baby boomers dans les années, donc, jusqu'aux années 60. La génération X, 61-80. Notre génération Y, the Y generation, jusqu'en 85. Et puis, bien sûr, notre génération Z,
de toutes les personnes qui sont nées après 95. Et toutes ces générations, bien entendu, ont des composantes différentes, ont des attentes différentes, ont vécu des périodes différentes qui sont, bien entendu, particulières pour les uns et comme pour les autres. Alors, si on prend les caractéristiques principales et on commence par les baby boomers, eh ben, c'est la génération globalement qui a émancipé notre société. C'était une société où le respect de l'autorité était extrêmement fort. C'était le travail qui était important. On vivait pour travailler et on travaillait parfois un peu dur. Une très forte industrialisation donc, dans les années d'après la guerre. Et puis à l'époque de pré-emploi. Alors pour ceux qui sont plus jeunes, le pré-emploi, ça existe. Hein. Ça a existé. Aujourd'hui, ça existe bien entendu beaucoup moins. Et donc, ça a créé une espèce d'environnement où tout le monde était tout à fait à l'aise de dire on ne s'inquiétait pas pour son travail. On savait qu'on allait se réveiller tous les matins en allant travailler. Et puis, on avait cette connexion avec le travail. On vivait pour travailler. C'était un petit peu ça. Ça n'a pas duré longtemps, bien entendu. Et la génération X a commencé à voir petit à petit cette très grande transformation de société où on parlait bien entendu de carrière, mais la loyauté était importante. Et les entreprises recrutaient des personnes qui n'allaient pas faire comme des mercenaires ou un peu aujourd'hui qui changent de poste tous les 2, 3, 4, 5 ans. En rentrant dans une entreprise, on pouvait rester 10, 15, 20 ans. C'est de l'inconnu aujourd'hui. La contrepartie de ça, c'est qu'on attendait finalement un très fort engagement de la part des uns et des autres qui travaillaient, cette loyauté qui est bien entendu qui était importante. Et puis c'était une époque de transmission de savoir, on va en parler tout à l'heure bien entendu, transmission de savoir. Et puis tout d'un coup, il s'est passé quoi? Il s'est passé la crise économique, il s'est passé le premier choc pétrolier avec un démarrage extrêmement fort de chômage, avec une période auparavant qui avait repris l'emploi, et tout d'un coup, on s'est trouvé avec 700 000 ou 800 000 chômeurs de plus tout d'un coup. C'était Giscard d'Estaing qui vient de nous quitter, qui a eu à gérer cette première grande crise économique. Et la génération X donc, a vécu cette crise avec tous les aléas que nous connaissons aujourd'hui. Alors, bien entendu, on est arrivé donc à notre génération Y, la Y Generation. Et bien là, c'était la première génération avec le digital, le démarrage du digital. Et donc, cette génération donc, a grandi, est née quasiment, et a grandi avec l'Internet, les réseaux sociaux, tout ce que nous connaissons aujourd'hui de positif, et parfois aussi, malheureusement, de négatif, il y a un peu les deux. Et tout ça, bien entendu, c'était une nouveauté pour cette génération. Et ça a créé en même temps, où il y avait cette nouveauté, eh bien, les salariés, donc cette génération Y, ils cherchaient un épanouissement. Et donc, c'était très différent par rapport au vent. On avait toujours une espèce de loyauté, mais on cherchait autre chose. On cherchait à s'épanouir en travaillant. Have fun while working. Enjoy what we're doing. Donc, ça, c'était quelque chose qui était relativement nouveau. Et c'était une époque aussi où il y avait beaucoup d'innovation, mais en même temps, ces salariés qui étaient concernés étaient un peu rebelles. Ils n'arrivaient pas nécessairement à accepter tout ce que l'entreprise allait leur préparer. Et c'est pour ça qu'on les appelle donc le Generation Y. Donc, pourquoi on fait comme ça? Pourquoi on ne fait pas différemment? Pourquoi on veut toujours faire comme avant? Et il y a cette recherche de sens. Recherche de sens qui est encore très important aujourd'hui, où les personnes cherchent à savoir à quoi je sers, à quoi sert l'activité qui est la mienne. Et bien entendu, chacun va avoir sa propre réponse. Et il y a des sociétés qui ont été très, très bonnes pour mettre en avant cet épanouissement et donner du sens pour travailler. Et donc là, bien entendu, la mondialisation que nous connaissons tous aujourd'hui, qui était à cette époque extrêmement fort et qui a changé finalement la manière de travailler. L'interaction culturelle est devenue de plus en plus forte. L'internationalisation, bien entendu, c'était le cas. Et notre génération Z, eh bien, c'était... La différence, c'est que bien entendu, très international,
très orienté vers la créativité, très exigeant, qui n'acceptait plus tout à fait les mêmes choses qu'avant, et conscient des enjeux de la société, que ça peut être sur la climatique, ça peut être sur la raison d'être pour le travail. On se pose des questions aujourd'hui sur le salariat. Est-ce qu'on va travailler comme avant? Et là, on a constaté donc un agrandissement extrêmement important de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire les jeunes de cette génération-là s'est posé la question, est-ce que je m'y vois en train de travailler comme un salarié classique, ou est-ce que, parce que je n'ai plus tout à fait confiance dans l'entreprise qu'avant, eh bien peut-être que j'ai envie de créer la mienne, où je vais pouvoir vivre avec mes propres valeurs, qui sont basées bien entendu sur les nouvelles technologies. Et là, on voit le fameux 4C, qui était basé sur le connecter, communiquer, créer, collaborer. Et là, il y a un livre qui est sorti, que vous allez voir tout à fait en bas à gauche, qui reprend ce sujet. Alors, chaque époque a bien entendu son style de management qui lui est particulier. Alors, si on rentre à l'époque des baby boomers, alors évidemment, c'était une synthèse. Donc, c'était plutôt directif. Do what I want you to do and don't ask questions. Basically, c'est ça. C'est ça. Bien entendu, après, c'est devenu plus participatif, où les directions des entreprises ont compris qu'on ne pouvait plus marcher. Le bottom down ne fonctionnait pas tout à fait comme avant. Et donc, il fallait intéresser davantage les salariés, donc les générations X. Et l'entreprise est devenue plus participative, plus d'échanges, plus de discussions. On finissait par demander aux gens ce qu'ils pensaient, tout à fait dans la nouveauté. Et puis là, on arrivait progressivement vers quelque chose de plus collaboratif, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Ça a pris une autre forme quelque part, mais on était plus dans la collaboration. Et je crois que ça correspondait bien à son époque, surtout avec une époque d'épanouissement. L'épanouissement, ça voulait dire qu'il y avait plus de collaboration dans l'entreprise entre ceux qui le géraient et puis les salariés. Et enfin, donc notre dernier style de management, on constate aujourd'hui, c'est ce que recherche peut-être cette génération Z, peut-être plus d'humanité, plus humaniste et plus progressiste. C'est-à-dire mettre en place un style de management qui est conforme aux attentes des personnes qui travaillent aujourd'hui. Alors, il se trouve que nous avons bien entendu l'ensemble de ces quatre générations qui travaillent en même temps, alors avec des pourcentages très différents de démographie. Alors, chez les générations X, qui globalement représentent à peu près 50% des salariés aujourd'hui, les baby boomers, c'est peut-être un petit 10%. La génération Z, c'est un petit peu moins de 6-7%. Et puis, la différence, c'est la génération Y. Donc, entre les X et Y, on va trouver à peu près 75% des salariés aujourd'hui qui travaillent dans l'entreprise. Donc, ça, c'est une petite entrée en matière. Et là, on trouve les deux extrêmes. Un premier extrême, donc, de notre baby boomer, qui remonte sur la première catégorie, jusqu'aux jeunes aujourd'hui, et qui doivent chercher à travailler un petit peu ensemble. Ce que vous voyez ici, sur la dernière ligne, sur la quatrième, sur la génération Z, ce livre Génération Z, 2018, Gentina and Delacruz, c'est intéressant et qui rentre bien dans le connectique sur NTIC, qui fait partie de la vie qui est la nôtre aujourd'hui. Nous ne pouvons plus travailler sans ces outils. Et donc, bien entendu, ça demande beaucoup d'adaptation pour des personnes qui découvrent cette montée en puissance extrêmement forte donc, du digital. Alors, lorsque nous avons ces populations, les entreprises se posent la question, mais comment j'arrive à définir les différences? Quelles sont ces différences intergénérationnelles dans mon entreprise? Et comment faire en sorte pour les gérer? Est-ce qu'il faut les gérer différemment? Est-ce qu'il faut chercher à les gérer ensemble ou séparément? Donc là, c'est toute une question que les entreprises se posent. Et puis, pour ceux qui se posent la question, eh bien, il y a des façons de faire. Parfois, on peut faire un audit interne
pour chercher à comprendre ces démographies internes. Quelles sont les attentes? Parce que fondamentalement, l'entreprise peut penser ce qu'elle veut. Eh bien, les clients internes, nous avons des clients externes, nous avons des clients internes. Et ces clients internes sont de plus en plus exigeants. Donc, ça serait bien, sans doute, de leur poser la question et comprendre qui sont ces personnes et de quelle manière il faut les gérer. Alors, try something different, eh bien, ces audits, lorsqu'ils sont bien adaptés, ça permet de comprendre un certain nombre de choses. Ça permet aux leaders de l'entreprise de mieux comprendre un petit peu les populations qu'on doit gérer. Alors, quelques idées hein, dans les 35-40 minutes que je vous donne. On n'y passera pas, bien sûr, trop de temps sur chaque point. Mais ça nous permet, ces audits en tout cas, disposer des informations pertinentes sur les relations. Bien entendu, avec la finalité qui est pour les améliorer ces relations. Parce que parfois, je connais des sociétés, enfin, vous en connaissez sans doute un certain nombre de chez vous, on se regarde un petit peu dans une belle expression française en chien de faïence. Qui sont ces jeunes? Qui sont ces moins jeunes? Pourquoi ils ne pensent pas comme nous? Pourquoi je ne pense pas comme eux? Et comment chercher à trouver finalement le point de rencontre qui correspond un petit peu à tout le monde. Donc, cet audit va nous permettre de le faire. Bien entendu, comprendre que c'est en travaillant tous ensemble que nous allons réussir, les uns avec les autres, pas les uns contre les autres. Malheureusement, on voit ça dans les entreprises où il y a les jeunes d'un côté et les moins jeunes de l'autre. Bien entendu, c'est un peu dramatique pour l'entreprise parce que toutes les qualités sont nécessaires. Utiliser toutes les compétences. Et bien sûr, toutes les compétences réunies les unes aux autres, et bien, c'est une performance de l'entreprise. La performance individuelle, la performance collective, tout ça mis ensemble, ça nous donne une performance de l'entreprise d'une manière générale. Et c'est pour ça que c'est absolument essentiel de faire travailler ces personnes ensemble et comprendre de quelle manière on va structurer cette coopération entre les uns et les autres. Alors, parfois, on voit malheureusement, pas uniquement entre les générations, mais on voit fréquemment des conflits généraux, des conflits, il peut y avoir de toute nature, mais des conflits de génération, malheureusement, il y en a, parce qu'on n'arrive pas à se comprendre. On n'arrive pas à trouver finalement les moyens de bien comprendre l'autre. Peut-être qu'on n'a pas envie toujours de comprendre l'autre. On voudrait que l'autre s'adapte à nous et pas le contraire. C'est le soleil tourne autour de nous, c'est nous qui tournons autour du soleil. C'est toujours la question qu'on peut se poser. Et puis, une fois qu'on a compris un certain nombre de choses, eh bien, ça va nous donner un certain nombre de leviers, ce que j'appelle des leviers de motivation. Et bien sûr, chaque génération va avoir des leviers qui lui sont propres, qui sont peut-être similaires dans certaines choses aux autres, mais aussi qui sont parfois très, très différents entre les uns et les autres. Alors, donc, si, en termes de leader, si je suis un leader, ben, j'ai envie d'identifier des choses qui sont fondamentalement essentielles pour l'entreprise, pour pouvoir réussir. Ben, la première chose, c'est les enjeux, c'est quoi? C'est quoi les enjeux? La réussite de l'entreprise, la réussite des individus, et comment faire en sorte qu'on arrive à jongler avec les deux, parce qu'on ne peut pas les séparer. Donc, bien entendu, on va chercher, identifier, et notre audit intergérationnel va nous aider à le faire. Comprendre, c'est un peu la manière dont les ressources humaines, donc la direction des ressources humaines, va mettre en place un certain nombre de politiques et comprendre comment ces politiques sont perçues. Est-ce que ces politiques sont perçues favorablement, négativement, positivement? Eh bien, je pense que chaque génération va avoir une perception différente, mais c'est essentiel de comprendre de quelle manière ils perçoivent les différentes pratiques, les différents aspects, à la fois culturels aussi, sur l'organisation de l'entreprise. Donc, chercher à comprendre ça, c'est essentiel. Et puis, une chose que j'ai vu très fréquemment, qu'on voit dans beaucoup d'entreprises, c'est comment assurer le transfert des connaissances. Comment assurer le transfert des savoir-faire à la fois entre les générations,
mais aussi entre ceux qui quittent l'entreprise et ceux qui rentrent. Il y a des personnes qui restent en entreprise, qui sont dépositaires quelque part d'un savoir. Et vous allez voir tout à l'heure, malheureusement, il y a eu des époques où le savoir était, aujourd'hui, le savoir est écrit. Il est noir sur blanc quelque part. Mais à une certaine époque, le savoir était oral. On transmettait les choses d'une manière orale et il y avait beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir qui étaient dans la tête des gens, qui étaient dans la tête des salariés, peut-être davantage dans le domaine des entreprises, davantage dans l'industrie. On avait des personnes qui avaient 10, 15, 20 ou 30 ans d'ancienneté, qui avaient tout leur savoir qui était dans leur tête. Alors, comment faire sortir ce savoir qui était dans la tête des individus et le transmettre aux autres? Et donc, ce transfert à optimiser, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Notre audit va quand même nous aider à le faire et comprendre de quelle manière on va s'y prendre. Et bien sûr, l'intégration des équipes jeunes et moins jeunes, et les faire rentrer dans tous les projets stratégiques de l'entreprise. C'est dramatique d'avoir des jeunes qui sont sur une orientation stratégique, les personnes un peu moins jeunes sur une autre, et il faut absolument créer des équipes hétérogènes et homogènes, bien entendu, qui permettent à l'ensemble de ces différentes générations de parler ensemble, de travailler ensemble, de se comprendre. Et puis, je vois un certain nombre d'entreprises qui réfléchissent sur est-ce que c'est quelque chose qui est positif, que l'entreprise peut mettre en avant sous forme d'attractivité, sous forme d'inclusion quelque part. Et moi, j'ai une entreprise que je connais bien. Ils ont créé un Talent Management Generations Employer Brand. C'est-à-dire comment mettre en avant la marque employeur en parlant de l'ensemble des générations qui travaillent ensemble d'une manière homogène, d'une manière efficace, d'une manière paisible quelque part. Parce que ça aussi, c'est une finalité sur un certain nombre de choses sur lesquelles on travaille. Donc, ça va nous donner beaucoup d'informations sur lesquelles on peut s'appuyer, sur lesquelles on peut mieux comprendre quelles sont les attentes des uns et des autres. On peut organiser un certain nombre d'entreprises qui le font. Ils font du brainstorming, c'est-à-dire ils mettent ensemble des personnes de toutes les générations pour réfléchir sur les attentes de chacun en matière de management. Les jeunes veulent un système X, les autres un système Y, sans parler de la génération X ou Y. Eh bien, c'est important pour l'entreprise de comprendre de quelle manière elle doit s'y prendre et quelles sont les attentes des uns et des autres. Et au-delà des attentes, et sur le point d'après, c'est que l'entreprise doit se poser des questions. Est-ce qu'on va manager toutes les générations ensemble, de la même manière, avec les mêmes pratiques, les mêmes procédures, les mêmes approches, ou est-ce qu'il faut manager selon les générations? Donc là, on pourrait envisager, par exemple, si on prend le deuxième cas, manager selon les générations, on peut avoir un système de gestion pour les baby boomers, un autre pour les X, un autre pour les Y, un autre pour les Z. Bien entendu, on peut se poser la question, est-ce que c'est efficace de faire comme ça? Sans doute pas, mais en tout cas, ça serait extrêmement compliqué pour l'entreprise de pouvoir le faire, parce qu'on ne peut pas gérer une entreprise avec 50 000 styles de gestion différents. Donc, c'est sans doute mieux d'essayer de manager toutes les générations. Et si on arrive avec le point numéro 1 à comprendre les attentes de chaque génération et intégrer ces attentes d'une manière globale, d'une manière générique, j'allais dire, eh bien, c'est sans doute comme ça que l'entreprise va trouver des activités et surtout une coopération qui est fondamentalement importante aujourd'hui entre les générations. Ce n'est pas les uns à côté des autres, c'est les uns avec les autres. Les uns avec les autres. Donc, c'est sans doute toutes les générations avec leurs particularités qui va essayer nécessaire de gérer un petit peu en même temps. Oups. Alors, le troisième point, c'est des plans d'action à communiquer au manager. Parfois,
malheureusement peut-être trop souvent, on pense que l'intergénérationnel, c'est pour les ressources humaines. Eh bien, c'est nos amis de ressources humaines qui vont réfléchir à un bon plan, et qui vont essayer de mettre ça en place et qui vont le gérer. Ils sont dépositaires un petit peu de ce, j'allais dire, de ce projet de gestion intergénérationnelle. Alors, ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors, bien entendu, ils vont être spécifiquement mis en valeur par la direction de l'entreprise pour pouvoir le gérer, mais ce n'est pas tout seul qu'ils vont le faire. C'est avec d'autres. Et donc, bien sûr, ces plans d'action qu'on peut trouver une fois qu'on a collecté les attentes, une fois qu'on a réfléchi sur de quelle manière gérer ces générations, mais il faut mettre en place des plans d'action. Il faut avoir des spécificités et les communiquer aux managers parce que qui gère le quotidien? Ce n'est pas les ressources humaines qui gèrent le quotidien, ce sont les managers. C'est les gens du terrain, ce sont des responsables de fonction, des responsables de métier peut-être sur le terrain, mais c'est les managers. Et donc, si les managers n'y croient pas, si on n'aide pas les managers à bien comprendre quelle en est la finalité, eh bien entendu, ça va être extrêmement compliqué pour créer quelque chose qui soit efficace, qui soit perçu comme étant un positif pour tout le monde. Donc, il faut que les managers rentrent un petit peu dans la compréhension de pourquoi fait-on comme ça et quel est le rôle qu'ils doivent avoir. Alors, la communication, bien entendu, mais au-delà de ça, il faut les former. Il faut les former sur ce défi. Et c'est un vrai défi. Ce n'est pas quelque chose qui est naturellement facile parce que chaque génération pense que la sienne est meilleure que les autres. C'est comme ça qu'il faut le faire. Eh bien, on comprend de plus en plus que puisque les 4 générations sont présentes dans toutes les entreprises, eh bien, il faut à un moment donné apporter, accompagner les managers pour essayer de tenir ce défi, de réussir ce défi, où, j'allais dire, dans la réussite générale de chacun, et la réussite générale, bien entendu, de l'entreprise. C'est quand même ça la finalité, tout en tenant compte des particularités des uns et des autres. Alors, un certain nombre de pistes, des choses sur lesquelles on peut réfléchir et qu'un certain nombre d'entreprises ont mis en place pour apporter des choses. Eh bien, pourquoi pas faire des choses du genre créer un steering committee, un comité de pilotage intergénérationnel qui peut être géré par une équipe elle-même intergénérationnelle. On peut avoir des responsables qui ont des 4 catégories, qui vont entrer dans ce comité de pilotage et qui va peut-être participer à l'ensemble de ces travaux pour trouver les attentes. Et donc, ce n'est pas uniquement les ressources humaines, encore une fois, qui le font, mais c'est des équipes avec l'ensemble des générations qui soient présentes. Et là, on peut faire notre cartographie. Quelles sont les forces en présence? Quelles sont dans notre démographie de l'entreprise, donc les tranches d'âge, toutes les choses que l'on fait tout à fait classiquement. Mais ça nous permet surtout d'identifier ce qui nous rapproche et ce qui nous différencie. Qu'est-ce qui rapproche les générations entre elles et qu'est-ce qui les différencie? Et là, on peut faire des jeux de rôle, on peut faire des choses tout à fait intéressantes pour faire en sorte que l'ensemble de ces éléments puissent ressortir et que l'entreprise puisse, bien entendu, en tenir compte. La finalité, c'est quand même d'en tenir compte. Analyser ce qui motive et démotive chaque génération. On en a parlé un petit peu tout à l'heure sur les caractéristiques. Il y a des choses différentes qui motivent les uns et les autres. On en a parlé tout à l'heure. Et c'est intéressant tout simplement pour bien comprendre, tout en sachant qu'on ne pourra pas faire, comme je disais tout à l'heure, on ne pourra pas faire quatre styles de gestion différents. Il faut faire un style de gestion qui correspond à un maximum de personnes, bien entendu. Alors, les compétences créées de chaque génération, et chaque compétence rend l'entreprise plus forte, chaque compétence mise ensemble rend l'entreprise plus efficace, et bien il faut que chacun puisse apporter sa compétence propre. Et là aussi, on peut faire des jeux de rôle intéressants pour bien comprendre ces compétences et que chacun ait la possibilité, chaque génération en tout cas, la possibilité de mettre en avant
ce à quoi elle sert, pour bien expliquer quel est leur rôle, comment partager ces informations, comment partager ces compétences, comment les rendre encore plus forts et comment les transmettre. Comment les transmettre, ce n'est pas quelque chose qui est si facile. Ouvrir la tête de quelqu'un pour faire sortir les éléments de compétences, eh bien, ce n'est pas nécessairement facile, mais c'est essentiel de le faire parce que chacune de ces compétences sont essentielles pour l'entreprise aujourd'hui et surtout pour éviter de perdre du savoir. Perdre du savoir, il y a des entreprises qui ont une population plutôt vieillissante. Admettons, on peut prendre le cas d'une entreprise plutôt industrielle et qui va perdre dans 2-3 ans, par exemple, une dizaine d'anciens, comme on dit, qui ont une histoire très longue de l'entreprise, qui ont créé des savoirs, mais ces savoirs sont restés dans leur tête. Comment faire ressortir de la tête de ces personnes les savoirs qui sont essentiels pour les jeunes générations et essentiels pour l'entreprise. Et bien là, les entreprises, on parle de plus en plus de style de gestion, mais on parle de plus en plus de quelque chose qui est fondamental pour l'entreprise pour ne pas perdre son savoir. On appelle ça du knowledge management. Donc, cette knowledge management, on va sortir cette knowledge management de la tête des personnes pour qui il y a eu un transfert de connaissances purement orales et on va créer donc en interne un certain nombre d'activités qui vont nous permettre de faire finalement de faire cette knowledge management, mais dans le sens le plus large du terme. Alors, quand on voit ces steering committees, quand on voit l'ensemble des interactions entre des jeunes et des moins jeunes, bah, je pense que la première chose sans doute à faire, c'est oublier les préjugés. Nous avons tous des préjugés les uns comme les autres, sur les uns et sur les autres. Et donc, il faut surtout les oublier parce qu'il y a des schémas de pensée qui sont un peu exagérés, même beaucoup exagérés. Donc, il faut savoir mettre ces préjugés à côté. Mixer les équipes, bien entendu, c'est intéressant de faire travailler les uns avec les autres, et pas les uns à côté des autres, mais avec les autres. Et puis, un certain nombre de possibilités d'organisation de réunions spécifiques qu'on peut organiser. Moi, je me souviens dans une des entreprises que j'avais faites, on faisait régulièrement, aujourd'hui avec le Covid, c'est plus compliqué, mais on annonçait donc le quarterly results, donc on faisait donc, des cocktails, donc beaucoup d'entreprises on peut le faire. Et bien, chaque génération avait à tour de rôle la responsabilité d'organisation de ces réunions dans lesquelles on a annoncé le résultat de l'entreprise, dans lesquelles on a réparé des grands projets, les changements de stratégie par exemple. Eh bien, on voyait que chaque génération avait un rôle à jouer de l'organisation de ces réunions. C'était très apprécié et chaque génération pouvait se mettre en valeur par rapport aux autres personnes dans l'entreprise. Et là, on voyait qu'il y avait une coopération, il y avait du respect, il y avait une forme d'admiration quelque part pour ce que chacun pouvait apporter, non pas les uns avec les autres, mais pouvait apporter généralement à l'ensemble de l'entreprise. C'était intéressant de le faire. Alors, il y a autant d'exemples qu'on veut créer, mais il y avait quelques exemples ici que je vous mets qui ont été efficaces et que j'ai vécu à titre personnel. Alors, c'est vrai que donc, si on revient sur notre baby boomers, ben, eux, ils avaient une particularité, result-centric, avec une mentalité spécifique des baby boomers. Donc, c'est le résultat, c'est le travail, c'était cette loyauté extrêmement forte avec l'entreprise et tournée exclusivement vers le succès. On a vu ça très rapidement la semaine dernière. Et cette population-là souhaitait le succès, peut-être pas toujours à n'importe quel prix, mais parfois c'était plutôt quantitatif et pas assez qualitatif. Et puis là, on a aujourd'hui une autre génération de l'autre extrême, la génération donc Y et Z, avec une mentalité qui est particulière. Together we can move mountains together. Et donc là, on a l'autre extrême de des jeunes aujourd'hui. Et on a les deux populations, et les deux autres, X et Y,
qui doivent bien entendu travailler ensemble dans leur propre intérêt, mais aussi dans l'intérêt général, bien sûr, de l'entreprise. Alors, il y a un certain nombre de must-haves. Il y a des choses qui sont des fondamentaux qui doivent exister dans toutes les entreprises, dans toutes les générations, et des choses qui doivent absolument garder dans l'intérêt de génération, mais l'intérêt de l'entreprise. Le premier, c'est partager l'information et le savoir. On en a parlé tout à l'heure. Comment transmettre ce savoir? Comment transmettre ce savoir qui était essentiellement oral il y a un certain nombre d'années, et pour faire en sorte que ce savoir devienne par écrit avec la création de notre knowledge management qui existe dans énormément d'entreprises aujourd'hui. Et il y a des knowledge management qui sont mis en ligne, en interne, sur l'intranet de l'entreprise. Et donc, si un salarié ou si n'importe quel salarié, quelque part, s'il a besoin d'une information quelconque, plutôt d'aller chercher sur Internet, il va rentrer dans ce knowledge management de son entreprise. Il va avoir accès à une espèce de bibliothèque, la Bible, quelque part, de l'entreprise sur le plan technique, sur le plan économique, sur le plan, bien entendu, du marketing. Dans l'ensemble des activités de l'entreprise, on peut trouver et partager ces informations qui doivent servir à l'ensemble des générations. Le deuxième point, c'est communautés de coopération. On voit aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises, il y a community manager. Community manager, c'est des fonctions relativement récentes dans le monde digital. Et la coopération de l'ensemble de ces communautés va nous aider à trouver du sens. Trouver du sens pour que chaque génération puisse savoir ce qu'elle peut apporter à l'autre. Pour qu'il y ait une véritable interaction entre ces différentes générations. Il y a un certain nombre d'entreprises qui mettent en place, j'ai mis le mentorat inversé. Généralement, c'est quelqu'un qui est un peu plus âgé de l'entreprise qui va accueillir un jeune qui arrive, qui va lui transmettre son savoir. Ça fait partie du processus d'apprentissage, du processus d'intégration des nouveaux. Mais le mentorat inversé, au contraire, on peut dire qu'un jeune qui arrive dans l'entreprise, eh bien, il a une connaissance sur le plan du numérique, sur le plan du digital, sur le plan de NTIC, eh bien, il va pouvoir transmettre ce savoir-là à des personnes qui sont un petit peu plus âgées, et ce qui va créer immédiatement cette interaction souhaitable, intéressante, très utile entre les différentes générations. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis ça en place, et c'est un outil qui est extrêmement performant, qui est très utile et qui crée tout de suite le lien. Qui crée tout de suite le lien entre les générations, les jeunes et les moins jeunes, et on va comprendre à quoi on sert. Et finalement, cette coopération, c'est quelque chose qui ne va pas durer le temps de l'échange. Et ça va créer les bases, les fondations de ces échanges, les fondations de coopération dans la durée, sur tout le temps que les uns et les autres vont travailler un petit peu ensemble sur des missions différentes. Troisième point, c'est la diversité générationnelle. Bien entendu, chacun a son rôle. Il y aura de plus en plus de jeunes qui vont arriver dans l'entreprise, mais on ne peut pas se passer, l'entreprise ne peut pas se passer de tout un ensemble de populations qui sont utiles pour l'entreprise et qui ont absolument besoin de faire. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, on pense que quand on arrive à un certain âge, eh bien, il faut être remplacé systématiquement par un jeune. Eh bien, il y a des entreprises, j'en connais un certain nombre, qui sont en train de repenser leur processus de recrutement, qui pensent aussi à recruter des personnes qui ont plus d'expérience, qui ont un passé dans l'entreprise qui est avéré, qui ont des expériences qui vont pouvoir partager avec aussi les jeunes qui sont dans cette entreprise. Et ça va créer finalement un passage utile pour des personnes qui pourraient ne pas avoir des occasions. Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi ça sonne. Qui vont pouvoir apporter un savoir-faire, apporter une expérience que les jeunes forcément n'ont pas.
constituer des groupes de travail hétérogènes et homogènes, bien entendu, et bien plus il y a d'équipes, plus il y a des actions qui sont utiles pour l'entreprise, plus l'ensemble de ces générations vont pouvoir travailler ensemble d'une manière efficace, à titre individuel, à titre collectif, et dans un but général de réussite pour l'entreprise. Ça, c'est must-haves, partager l'information, les communautés de coopération et la diversité générationnelle. Eh bien, ce sont ces trois éléments qui sont des fondamentaux de la multigénérationnalité, j'ose dire, dans l'entreprise, et qui sert aux générations, aux populations concernées, mais qui sert bien entendu à la réussite de l'entreprise dans tout ce qu'elle a de plus important par rapport à ses clients. Alors, c'est nouveau, c'est relativement intéressant ce concept, on peut se poser la question. C'est depuis quelques années, en tout cas, les parents, on pourrait associer les parents avec les seniors ou les baby boomers de l'entreprise. Donc, depuis quelques années, les parents dépendent de leurs enfants ou dépendent des générations X ou Z, ou voire même Y, bien entendu, ces populations de l'entreprise, pour apprendre à réussir dans le nouveau monde digital. Et bien là, on voit finalement les jeunes qui arrivent. C'est un peu l'exemple que je vous donnais tout à l'heure sur le mentorat inversé. Et bien, ces jeunes vont pouvoir apporter énormément de choses à des autres générations, surtout sur le plan digital, qui maîtrisent parfaitement bien. Alors, ce qui est intéressant dans ce domaine-là, et là aussi c'est un paradoxe, c'est qu'au moment même où il y a de plus en plus de personnes qui maîtrisent le digital, et surtout les jeunes, eh bien, on constate un retard, on constate un décalage entre la compréhension de ces jeunes du monde digital, avec parfois des difficultés pour les entreprises d'y faire face, de mettre en place ces systèmes sur le plan digital qui soient performants pour l'entreprise. Donc, cette interaction, encore une fois, entre les générations, c'est très intéressant de pouvoir développer, surtout sur le domaine digital. Et beaucoup d'entreprises ont malheureusement un petit peu de difficultés sur ce sujet-là. Et donc, ça crée notre inversion des rôles, où c'est plutôt donc les jeunes aujourd'hui qui apportent plus de choses aux autres générations. Habituellement, c'est le contraire. Mais là, pour une fois, ça va un petit peu dans ce sens-là, avec le mentorat inversé dont nous avons parlé tout à l'heure. Alors, quelques inspiring quotes sur le sujet. Et je voulais en partager un avec vous. Et vous verrez après donc, qui a dit ceci. Alors, tu me dis quelque chose, j'oublie. Et là, on a tendance à oublier ce que la personne est en train de nous dire. Tu m'enseignes quelque chose, je me souviens. Donc, c'est quelque chose qui est dans ma tête, mais qui est encore un peu éloigné. En revanche, tu m'appliques dans quelque chose et j'apprends. Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends. Et là, c'est quelque chose, à mon sens, I'm totally involved. Ça, c'est quelque chose qui est fondamentalement important, notamment sur l'intergénérationnel. Ça, c'était Benjamin Franklin, que nous connaissons tous, au moins de nom. Peut-être nous avons écrit un certain nombre de choses. Et bien, c'est ça, les générations. C'est la manière que nous avons aujourd'hui, que nous essayons de mettre en place pour apprendre. Comment apprendre des choses à des générations différentes. Et donc, quelle est la manière la plus efficace que l'entreprise peut mettre en place pour apprendre? Est-ce qu'on apprend aux jeunes aujourd'hui comme avant? Sans doute pas. Est-ce que les personnes qui sont un petit peu plus âgées, est-ce qu'il faut leur apprendre tout à fait de la même manière? Sans doute pas. Mais tout ça, c'est un ensemble. C'est un ensemble d'activités intergénérationnelles sur lesquelles l'entreprise doit s'appuyer pour réussir demain en faisant les choses complètement différentes que par le passé. Sans négliger ce qui était efficace dans le passé, mais avec de la nouveauté, avec des choses nouvelles dont nous avons tous besoin sur le plan personnel et sur le plan collectif, bien sûr. Alors, motiver les générations, donc je vais terminer un petit peu avec ça. Ça va vous paraître trop simple.
mais je pense qu'on n'a pas besoin de faire des stratégies trop sophistiquées. On peut rester sur des choses extrêmement simples. Parler à toutes les générations, c'est pas compliqué pour des responsables d'entreprise, pour des leaders, de savoir parler à ces générations, de savoir s'intéresser à toutes les générations. Ni les uns ni les autres, mais c'est les uns et les autres. Donc, il n'y a pas de favoritisme sur les générations. Ça coule, pour moi, ça coule un petit peu de source. Et peut-être que ça peut créer cette interdépendance multigénérationnelle où on dépend les uns des autres, on travaille mieux les uns avec les autres et on peut créer cet esprit qui est particulier et qui va faire en sorte que l'entreprise demain soit une entreprise avec un écosystème qui va intégrer l'ensemble des composantes générationnelles pour réussir. Et all generations are better than just some generations. C'est toutes les générations qui doivent coopérer ensemble pour réussir. C'est en ça que les leaders aujourd'hui sont confrontés avec ces défis des jeunes et des moins jeunes, ces défis avec des populations vieillissantes et avec l'arrivée massive un petit peu des jeunes aujourd'hui qui vont représenter donc les grandes populations de demain. Donc, comment gérer ça? Vous avez eu un certain nombre d'idées là ce soir. Bien sûr, il faudrait passer beaucoup plus de temps pour pouvoir rentrer un peu plus dans le détail. Mais c'est la dernière phrase qui, à mon sens, qui est la plus importante. All generations are better than just some generations. C'est en ça que l'entreprise va réussir et que chaque génération va pouvoir apporter son savoir à la réussite de l'ensemble. Merci de votre attention. Bonne soirée. Et peut-être on va passer aux questions s'il y en a un certain nombre. Espérons-le. Merci de votre attention. Alors, je vois qu'il y a quelques questions. Est-ce que l'ensemble des micros sont ouverts? Alors, chacun a la possibilité d'ouvrir son micro, Georges. D'accord. Je vois Christine était là la semaine dernière, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est bien ça, oui, bonsoir. Bonsoir, Christine. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les comités, les comités de pilotage. Oui. Ça m'a intéressé, ça donne pas mal d'indications. Et après, mais c'est vrai que ça effleure le sujet, dont on connaît un peu toutes les difficultés aujourd'hui. Et on ne sait pas toujours comment faire. Moi-même, dans le management, j'ai eu des jeunes et des moins jeunes. Pas toujours facile d'arriver à ce qu'ils se comprennent entre eux et soi-même. Donc, je me posais la question si c'était bien de parler à toutes les générations ou de faire différemment selon les personnes et d'en tenir compte de leur génération. Moi, j'avais voté pour dire on fait différemment selon les générations, mais ça dépend du nombre des équipes, du nombre. Oui, je comprends que ce soit plus facile de trouver un concept de parler à tout le monde. Et effectivement, les comités de pilotage, c'est là où ils sont intéressants, c'est parce qu'on arrive à retrouver finalement un fil conducteur et de travailler là-dessus plutôt que d'aller chercher par génération qu'est-ce qui va mieux le représenter, comment lui parler, quels vont être les mots qui vont lui permettre de comprendre et d'appréhender, d'accepter. Je pense que c'est pas mal. Le brainstorming, on l'a beaucoup utilisé, mais je pense qu'effectivement, on peut imaginer une ligne directe, oui, en tout cas un fil rouge qui permette de voir quels sont les points communs entre ces générations, et il y en a forcément. Oui. Et de travailler peut-être moins sur les différences, mais plutôt sur ce qui les rapproche tous, quoi. Voilà. Et oui, c'est en ça que c'est intéressant. Mais dans votre entreprise, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus efficace finalement? Alors bon, moi je ne travaille pas là, je suis en recherche d'emploi, mais en tout cas j'ai travaillé dans les entreprises publiques, les entreprises privées, des petits groupes et puis des gros, un peu plus gros. Et effectivement, j'avais tendance à
à écouter tout le monde. Du coup, ça me prenait beaucoup d'énergie. Et même si j'ai un esprit d'analyse quand même très poussé, de synthèse, c'était compliqué parce que j'avais quand même mon travail à faire aussi. Et donc, ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, ça prend beaucoup d'énergie. Et je pense qu'effectivement, même si on a essayé de travailler en équipe pour essayer de faire travailler en collaboration tous les services, parce que mon objectif, c'était justement de recréer la chaîne de valeur avec tous les services pour qu'on puisse comprendre ce qui sont en amont et en aval. Si on fait défaut, voilà, quel impact ça a sur les uns et sur les autres. Donc, le travail déjà des responsables était important. Et puis après, dans les équipes, c'est chacun qui portait la bonne parole. Et effectivement, je pense que le travail de comité est intéressant, oui. Et ce n'est pas toujours ce que j'ai fait. C'est vrai que ça m'a pas mal pris de temps quand même. Voilà. Ce qu'on peut penser des fois en entreprise, c'est que faire ces steering committees, faire des groupes de travail pour réfléchir, etc., on a parfois tendance à penser qu'on perd du temps. Eh bien, on ne perd pas de temps. C'est-à-dire, plus on a l'impression de perdre du temps en amont, mais on gagne du temps en aval. On gagne du temps en aval parce qu'on a fait coopérer, on a fait participer, on a fait sortir des idées, on a fait comprendre les attentes. Eh bien, tout le monde apprécie finalement qu'on demande son avis. Tout le monde apprécie d'être interrogé finalement. Et donc, oui, il faut du temps, oui, il faut de l'énergie. Mais je pense qu'on y gagne tellement derrière en termes de reconnaissance, en termes de recherche de résultats d'ensemble. Donc, je pense que c'est très intéressant de le faire, mais il faut être accompagné par la direction générale pour dire, oui, on sait qu'on ne va pas avancer aussi vite qu'on voudrait, mais toutes les générations n'avancent pas à la même vitesse. Donc, à un moment donné, il faut savoir mettre en avant des systèmes qui permettent à l'ensemble de ces populations de s'exprimer, et puis après tirer la quintessence de tout ce qu'on peut trouver dans l'intérêt de tous. Dans l'intérêt de tous. C'est un peu ce que j'ai pratiqué en tant que DRH de grands groupes. Parfois, les opérationnels, ce sont des personnes qui varient toujours un peu vite, sans prendre le temps, mais parfois, on les gagne beaucoup de temps après si on arrive à faire ressortir toutes les idées. En termes de motivation, mais c'est extraordinaire. On demande l'avis des populations, donc c'est très fort en termes de motivation dans la durée, en tout cas. Oui, mais ce qui est important, effectivement, vous l'avez dit, c'est qu'il faut que la direction générale et son supérieur, le directeur souvent financier ou DRH, soit vraiment à la boucle, parce que c'est quand même, ça va être compliqué de mener de front voilà, ce travail de pilotage si on n'a pas derrière quand même, c'est important. En tout cas, moi je l'ai vécu et c'est important de se sentir soutenu. Je dirais même, Christine, que la réussite de tout ce travail sur l'intergénérationnel, sur tous les comités qu'on peut créer, sur l'utilité dans le long terme, eh bien, ça va tenir de l'importance du positionnement de la personne qui est en charge. Eh bien, si vous avez un sujet qui est important, il faut que ça soit quelqu'un qui soit hiérarchiquement très visible dans l'entreprise et qui a la confiance de tous. On ne va pas confier un sujet extrêmement important à quelqu'un qui a un niveau hiérarchique trop bas ou qui n'a pas la capacité d'influence. Et donc, un sujet important, on va le confier à quelqu'un qui est bien placé dans l'entreprise. Parce que tous les autres vont dire, tiens, si c'est cette personne-là qui va le gérer, donc ça veut dire que pour la direction générale, c'est un sujet important. Donc, ça va aider pour la réussite à plus long terme du sujet. Merci pour ces commentaires, Christine. C'est très intéressant. Merci à vous, Georges. D'autres idées, d'autres remarques ou questions? Oui. Vous m'entendez? Oui. Bonjour, Guillaume. Bonsoir à tous. On se connaît, Guillaume. Bonjour.
Oui, on se connaît. Hop, et j'active la vidéo. Voilà, c'est un peu plus sympa. Juste le temps de poser la question. Vas-y. Alors, je connaissais pas, moi, ce genre d'audit en interne sur les générations. Oui. Ma question, c'est est-ce que ce sont des audits spécifiques sur les générations ou est-ce que ça s'intègre dans une démarche plus globale du management de la diversité? Parce que je pense par exemple aux différences interculturelles. On a parlé tout à l'heure de l'international. Je pense aux différences entre les hommes et les femmes. Oui. Que sais-je encore? Il y a de quoi faire en Oui. termes de diversité. Voilà. Alors du coup, je m'interrogeais si c'était vraiment euh, un peu des études en silo comme ça, ou si c'était une démarche plus globale de la gestion de la diversité. Je pense que la réponse est dans la question, c'est-à-dire c'est une démarche globale dans laquelle il y a des composantes. Il y a une composante diversité, il y a une composante générationnelle, il y a une composante, voilà, il y a tout un ensemble de composantes différentes, mais c'est sûr, c'est un même sujet qui est global, en fait, hein. Et donc là, il faut créer autant de composantes différentes, autant de travail d'études, et les audits, on peut faire les audits sur l'ensemble de ces sujets. Euh, et les audits sont vraiment intéressants, ça permet vraiment de savoir beaucoup plus de choses qu'on aurait pu imaginer sans les faire. C'est un diagnostic, ça nous permet de rentrer vraiment dans le détail. Et on est, la plupart du temps, chaque fois que j'en ai fait, j'étais toujours étonné par la précision de ce qu'on trouve, par le, euh, par la profondeur finalement des sujets qu'on peut trouver, auxquels on ne pense pas nécessairement soi-même. Euh, mais lorsqu'on va confier dans ces groupes de travail ou dans ces audits une vraie responsabilité interne pour pouvoir dire on cherche des informations, on cherche à comprendre et on va faire des choses avec ce qu'on est en train de comprendre, et bien là, ça envoie un message qui est très fort aux uns et aux autres dans l'entreprise, aux 4 générations, mais pour l'ensemble des salariés, pour dire l'entreprise est en train de prendre ce sujet très au sérieux et va faire des choses avec. Moi, je me souviens, la dernière fois, j'ai fait un grand audit de ce genre-là. Et bien, suite à l'audit, j'avais fait, on était au siège, hein, on était à peu près 400 personnes au siège, plus le terrain. Et bien, on avait fait une dizaine de réunions pour l'ensemble des personnels du siège pour faire un feedback, pour faire un débrief de tout ce qu'on a pu trouver. Quels étaient les domaines de réflexion sur lesquels l'entreprise devait, les sujets à envisager, des axes de réflexion, des possibilités de faire ou de ne pas faire. Et donc, ça a intégré l'ensemble des salariés du siège dans une réflexion un petit peu générale. C'était notre manière à les incorporer, les intégrer dans la réflexion. Et même chose sur le terrain. Dans cette entreprise-là, en tout cas, on avait une dizaine de filiales. Ben, il fallait que chaque filiale fasse son propre retour, son propre feedback, son propre retour d'expérience quelque part pour expliquer aux uns et des autres d'où viennent ces informations et qu'est-ce que l'entreprise va en faire. Parce qu'il y a rien qui est plus mauvais de faire des groupes de travail qui ne servent à rien. Des groupes de travail qui sont sympas. It's good to do, but no purpose, no purpose. Et donc, on fait des choses avec ce qui est dit. Ça crée un savoir, ça crée un engouement quelque part, et ça stimule toutes les personnes qui ont envie de participer. Donc, je fais une réponse un peu longue, mais je pense que c'est dans l'intégralité, mais avec des composantes un peu en silo, ce que vous avez dit tout à l'heure. Okay, merci. D'autres remarques, questions, observations? Est-ce que vous pensez que c'est un vrai sujet? Ou est-ce qu'on en parle un peu trop? Est-ce que c'est un vrai sujet? Un vrai sujet stratégique pour l'entreprise, j'entends. Bien entendu, c'est un vrai sujet, hein.
J'ai le droit de répondre. Et que oui, Il n'y a personne qui se jette. Pour moi, le vrai sujet, c'est justement la diversité. Mais la diversité, comme on peut la trouver partout, euh, et qu'on trouve déjà au sein des entreprises, sans même aller chercher des entreprises avec plusieurs générations ou plusieurs cultures au sens international. Euh, Rien que d'assurer, enfin de chercher la mixité dans des populations qui a priori se ressemblent, je trouve que c'est déjà un vrai sujet. Donc, c'était le sens de ma question. C'était en fait, je pense qu'on a toujours intérêt euh, dans les entreprises à euh, comment dire, à aller chercher la richesse dans la mixité. Voilà. oui. Alors, il se trouve que là, effectivement, c'est entre les générations, mais encore une fois, ça vaut pour tout un tas d'autres critères, à mon sens. Donc, c'est un vrai sujet, mais qui rejoint Oui. d'autres. Oui. Moi, Non, je je pense suis d'accord. Hein. Je Moi, suis je pense d'accord. qu'il y a l'intergénérationnalité. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, je pense qu'une femme euh, des premières années elles ont évolué, donc elles sont très très différentes, hein, et les hommes aussi. Donc finalement, cet intergénérationnel, ça regroupe toutes ces différences de culture, de de oui, de culture, de religion. Enfin, on pourrait dire que ça touche tout, en fait, cette intergénéralité pour moi. Oui, ça touche tout parce qu'une femme à cette époque-là n'avait pas les mêmes moyens, les mêmes libertés. Ça a énormément changé. Donc, et c'est justement c'est justement ces époques qui ont fait évoluer les hommes et les femmes. Donc, moi, je les séparerai pas. Je pense que c'est un sujet, oui, effectivement. C'est un vrai sujet où à l'intérieur, c'est un peu comme la poupée russe, il y a énormément de choses qui vont toucher Ouais. ces hommes et ces femmes. Et je crois que c'est le sujet majeur aujourd'hui, parce que là-dedans se regroupe justement tout ce dont Guillaume a parlé. Mais à mon avis, le chapeau, c'est ça. C'est cette différence oui, de génération qui crée justement ces différences entre générations et quelle que soit la religion, le sexe, la culture, enfin, voilà. Je connais une société américaine avec laquelle j'ai travaillé qui avait créé une direction de l'individualité. Direction de l'individualité, c'est effectivement comment faire respecter les différences. Différences sur le plan de génération, différences sur le sexe, sur la religion, etc. Et qu'ils ont confié cette mission à quelqu'un qui était très, très, très important pour l'entreprise et que cette direction de l'individualité, finalement, intégrait l'ensemble des composantes. On en a traité quelques-unes ce soir, mais ça a intégré l'ensemble des composantes et a fait vraiment un énorme travail à l'époque. Je ne sais pas si ça existe encore dans cette entreprise. Je pense que oui. Euh, mais lorsqu'on crée un sujet comme ça, lorsqu'on crée une direction très importante, très visuelle, euh, très visible plutôt que visuelle, très visible, ben, ça envoie un message. Ça envoie un message à tous les salariés de l'entreprise pour dire, tiens, l'entreprise est en train de réfléchir un petit peu différemment. L'entreprise est capable de se poser des questions compliquées. L'entreprise est capable de se dire, il va falloir que quelque chose demain change et que l'entreprise va se donner un maximum de possibilités pour accompagner ces changements.
Parce que l'entreprise qui ne change pas, forcément, elle recule. Elle recule. Je ne sais pas s'il y a des sociétés françaises qui ont des choses comme ça, l'individualité, mais c'est une composante qui inclut tout ce qu'on est en train de dire finalement. Est-ce qu'il y a d'autres points à échanger? Écoutez, s'il n'y en a pas, en tout cas, mon objectif ce soir, c'était ouvrir le sujet, rappeler un petit peu quelles sont ces différentes générations, rappeler les enjeux. Les enjeux sont extrêmement importants. Rappeler un petit peu un certain nombre d'initiatives que certaines entreprises ont pu mettre en avant, que ce soit par des audits, que ce soit par des steering committees, que ce soit toujours est-il, c'est tout un ensemble de facteurs qui sont importants et qu'il faut que l'entreprise ait envie d'aller fouiller. L'entreprise ait envie de tenir compte de l'ensemble des composantes qui sont extrêmement importantes de l'entreprise et se poser des bonnes questions. On voit malheureusement des entreprises qui se posent pas beaucoup de questions. Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on vit, les questions essentielles est posées sur le plan sanitaire. Donc, ça aurait tendance à repousser un petit peu ces sujets qu'on a traités ce soir. Mais ces sujets restent entiers. Ces sujets restent essentiels pour l'entreprise et essentiels pour les salariés. Parce que c'est tous ensemble qu'on va y arriver, ce n'est pas les uns à côté des autres, c'est vraiment tous ensemble qu'on va y arriver. C'est un vrai grand sujet de réflexion pour les entreprises aujourd'hui et demain. Ce qui est intéressant sur le plan international, toutes les nationalités sont en train de se poser ces questions. Tout le monde se pose la même question. Selon les cultures, on va avoir des approches différentes, des compréhensions différentes, peut-être des importances différentes qu'on va accorder ou pas à ces sujets. En tout cas, c'est intéressant de comparer ce que font les uns et les autres. Et ça serait peut-être intéressant de voir dans les années à venir, est-ce qu'on a réussi à trouver des bonnes solutions, de bonnes idées qui correspondent aux attentes de nos parties prenantes, les attentes de l'ensemble des salariés, de toutes les générations confondues. C'est ça le souhait que j'évoque ce soir avec vous dans la réussite générale de l'entreprise et dans la réussite générale des individus. Merci beaucoup de votre attention. Donc, la semaine prochaine, nous avons la troisième partie qui va être davantage orientée vers un sujet, toujours un sujet de réflexion, un petit peu de stratégie pour l'entreprise et bien entendu sur le leadership, mais chercher à comprendre l'interaction entre la motivation des salariés, entre la motivation plus la satisfaction du client. Est-ce qu'il y a une interaction entre les deux? Est-ce que l'un entraîne forcément une meilleure satisfaction de l'autre? Et est-ce que, par extension, cette motivation qui donne une meilleure, espérons-le, une meilleure satisfaction du client, est-ce que ça donne aussi une meilleure performance de l'entreprise? Donc, on va essayer de réfléchir un petit peu ensemble. J'ai un certain nombre de choses à partager avec vous et je serais très intéressé de savoir quel est votre point de vue sur ce sujet que toutes les entreprises finalement doivent traiter, la motivation, les clients et la performance. C'est un triangulaire qui est intéressant à traiter. Donc j'espère vous retrouver la semaine prochaine à la même heure pour une continuité sur notre troisième sujet de la première série de notre activité. Merci beaucoup à tous, bonne soirée et donc à la semaine prochaine je l'espère. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Merci. Merci Georges, bonne soirée. Bonne soirée.